Bonjour, bienvenue dans le balado UEC en ondes. Je suis Flora Demanget, présidente de l'Union étudiante du Québec et je suis accompagnée de Coralie Rivet-Ducharme, coordonnatrice à la mobilisation et aux relations associatives. Aujourd'hui, on va aborder une thématique, donc violence à caractère sexuel en enseignement supérieur. On va avoir une série de 3 épisodes. Dans ce premier épisode, on va vous parler d'une introduction au sujet, donc violence à caractère sexuel en enseignement supérieur. On va vous faire une petite historique, une chronologie et les défis actuels du sujet. Pourquoi on vous parle de ce sujet aujourd'hui? Tout simplement parce qu'à l'hiver dernier, il y a eu la coupure de l'enquête nationale sur les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur. Ça, c'est inacceptable. Actuellement, on est dans une zone floue. On ne sait pas si les mesures mises en place pour combattre et prévenir les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur sont suffisantes. Faut que l'enquête nationale puisse revenir. Avant de commencer l'épisode, on tient à vous rappeler qu'il y a des ressources disponibles si vous ressentez le besoin de demander de l'aide ou simplement de parler à quelqu'un. Il y a des ressources au sein de vos institutions, de vos universités, mais également à l'externe. Vous pouvez consulter le site internet onsécoute.com pour connaître les ressources dans votre région, ainsi que info-aide-violence-sexuelle.ca. Merci d'être avec nous pour ce premier épisode et on vous souhaite une bonne écoute. Allô Coralie, j'espère que ça va bien. Ça va bien, toi? Oui, bien contente de t'avoir pour ce premier épisode. Je suis contente qu'on soit ensemble pour introduire ce sujet-là. Ouais, un sujet quand même aussi assez important là, avec la rentrée et tout, il faut qu'on en parle. Exactement. Fait que, on peut rentrer tout de suite dans le sujet, mais je pense qu'avant, c'est important quand même de mettre carte sur table pour être sûr que l'auditoire, il comprenne un petit peu peut-être les mots qu'on utilise, puis s'assurer qu'on soit clair pour tout le monde. Ben, tu sais, d'abord, violence à caractère sexuel, il y a l'acronyme VACS, fait que VACS, qu'on utilise quand même régulièrement, fait qu'on va peut-être utiliser là, les deux termes. Ouais, je pense que ça va simplifier aussi la compréhension de tout le monde. Oui, exactement. Puis peut-être s'assurer aussi que tout le monde comprenne c'est quoi une VACS, parce qu'une violence à caractère sexuel, c'est peut-être pas évident tout de suite de savoir exactement c'est quoi. J'ai une définition que j'aimerais peut-être lire un peu. Puis il y a plusieurs définitions qui existent, mais je pense que les éléments qui reviennent toujours, peu importe la définition, c'est que ça peut être un acte, parole ou un comportement à caractère sexuel qui est non consenti, non désiré, dépendamment des termes, mais c'est important de le mentionner. Puis ça peut être avec ou sans contact physique. Donc, ça inclut aussi les moyens technologiques. Fait que, tu sais, là-dedans, on peut penser à tout ce qui est, bon, évidemment, un viol, mais c'est pas juste un viol. Ça peut être une agression, l'harcèlement, ça peut être des commentaires, des fois, à caractère sexuel. Puis ça peut être du cyberharcèlement aussi, tu sais, fait qu'on pense à tout ce qu'on peut recevoir, disons, sur les réseaux sociaux et tout ça. Oui, surtout, c'est ça. Avec la technologie, actuellement, on fait beaucoup de choses, fait que c'est important de le ramener sur la table. C'est pas seulement physique, que ça peut passer aussi par nos téléphones. Exactement. Maintenant que, oui, on a une définition, il y avait quand même aussi des chiffres qui étaient quand même assez inquiétants en enseignement supérieur. Si tu veux nous en parler un peu plus. Bien, c'est ça. Dans le fond, il y a l'enquête de 2016. Là. Veux-tu me rappeler c'était quoi le nom de l'enquête? Oui, c'était l'enquête Sexualité, sécurité et interaction en milieu universitaire. C'est ça, exactement. Cette enquête-là, en 2016, avait été faite là, à travers 6 universités francophones à travers le Québec, donc plus de 9000 là, personnes répondantes. Puis c'était les données, dans le fond, qui avaient été relevées, là, une statistique qui est quand même très frappante. Bien, c'est qu'une personne sur 3 qui est dans le milieu de l'enseignement supérieur, donc collégial ou universitaire, aurait vécu une VACS, donc dans les 12 mois précédant cette enquête-là. Oui, puis ça, c'est quand même assez intéressant parce que pourquoi donc cette enquête a été lancée, c'est aussi qu'on avait de plus en plus de témoignages, dans le fond, de la population étudiante qui rapportait des faits qui étaient quand même assez inquiétants. Fait que c'est pour ça que cette chaire de recherche a décidé d'aller de l'avant avec l'enquête et les chiffres dont tu parles. Fait que c'est quand même assez problématique. Puis si on fait un peu plus un volet historique de qu'est-ce qui se passe un peu en enseignement supérieur là-dedans, il faut savoir que les associations étudiantes sont quand même des leaders pour combattre donc, les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur notamment. Il y a beaucoup tout ce qui est la culture du viol qui essaye d'être changée, vraiment donc changer les mentalités pour faire en sorte qu'on ait des endroits plus sécuritaires. Donc il y a notamment en 2016 la campagne qui avait été lancée, donc Sans oui c'est non, initiative de la Fédération des associations du campus de l'Université de Montréal en collaboration avec donc l'Université de Montréal et le Bureau de prévention. Fait que ça, c'est une initiative qui est partie vraiment de l'université, etc., vraiment très locale, qui s'est répandue au niveau national. Fait que ça, c'était vraiment le souhait de rendre au final l'enseignement supérieur puis les établissements plus sécuritaires. Fait que c'est quand même assez intéressant de voir que le mouvement s'est démocratisé, qu'il y a vraiment eu un mouvement social qui s'est créé autour de ça pour qu'on en parle plus et que ce soit plus sécuritaire dans le fond.
Oui, parce que, tu sais, je pense qu'à ce moment-là, on parlait quand même, tu sais, des initiations puis des problèmes qu'on pouvait vivre, dans le fond, par rapport aux vax en enseignement supérieur. Fait que c'est là qu'un peu, justement, tu sais, la FECUM, l'Université de Montréal, se sont mobilisés puis que finalement, ben, les autres universités puis les autres associations ont comme trouvé probablement que c'était une bonne idée puis de répandre un peu cette campagne-là en 2016, là, à ce moment-là. Oui, puis même si on regarde plus au niveau global, on a également le mouvement MeToo qui est apparu donc un peu après, qui mettait en fait la table à démocratiser le sujet sur l'ensemble de la société. Fait que ça aussi, c'est quand même assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a tout ce qui est social, tout ce qui est politique qui embarque un peu plus là-dedans pour vraiment mettre le sujet de l'avant, d'autant plus. Puis donc, ça nous apporte au final à ce que le gouvernement décide finalement de prendre action. Donc là, on est donc autour 2016-2017. On a la ministre Hélène David, donc, qui est à l'enseignement supérieur, donc avec le Parti libéral québécois, qui donc va ici déposer un projet de loi. Donc, projet de loi 151, loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur. Fait que ça, c'est aussi assez intéressant de voir la venue de ce projet de loi. Puis on va pouvoir rentrer plus en détail justement sur ce projet de loi-là, bon, qui va éventuellement devenir une loi. Petit spoiler alert. Mais est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de comment ça fonctionne, tu sais, le processus d'un projet de loi là, pour les personnes à la maison, peut-être qui sont moins familiers? Oui, dans le fond, il y a plusieurs étapes pour venir adopter un projet de loi. Donc, d'abord, il faut savoir que c'est un ministre ou un député qui apporte un projet de loi à l'Assemblée nationale. Donc, les députés ici vont voter sur l'idée générale du projet de loi. Ensuite, il va y avoir une commission qui va venir examiner le projet de loi. C'est à ce moment-là que différents acteurs et groupes de la société peuvent venir témoigner sur les modifications et amendements à apporter. Ensuite, donc, la commission va traiter de ces amendements. Il va y avoir un retour en Assemblée générale pour voter sur les différents amendements apportés. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir un vote sur le texte final du projet de loi qui sera transformé par la suite en loi. Fait qu'il y a vraiment plusieurs étapes. Puis, à un moment où est-ce qu'il y a des acteurs, actrices, comme, mettons, plus spécialistes dans ce dossier-là, dépendamment du projet de loi, qui peuvent venir justement déposer un mémoire, témoigner, puis apporter un peu leur grain de sel, puis essayer de changer un peu le projet de loi quand ils en ressentent le besoin. Fait que c'est un petit peu ça, nous, qu'on fait, entre autres, là, à l'UEC. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ce qui est quand même aussi intéressant là-dedans, c'est que dépendamment du projet de loi qui est déposé, ça peut être également ouvert aux individus. Fait que, généralement, sur le site de l'Assemblée nationale, il va y avoir tous les détails. Fait que peu importe qui, dépendamment effectivement du projet de loi, va pouvoir intervenir puis donner un peu son opinion puis que, dans le fond, le projet de loi soit bonifié ou modifié en fonction des besoins. OK, c'est intéressant. Cool. Super. Fait que là, dans le processus, là, on était dans le PL 151, c'est ça, qui va éventuellement devenir une loi. Mais c'est quoi que nous, on a fait, l'UEC, là? C'était quoi le processus, là, exactement, à ce moment-là? Super. Ben, c'est ça. Donc, le projet de loi a été déposé. Ça a été repris donc, par l'Assemblée nationale, ce qui fait qu'il y a une commission qui s'est créée, il y a des consultations qui se sont créées. Et donc, l'UEC, ce qu'on a fait dans ce cas-ci, c'est qu'on a créé un mémoire. Donc, on a rédigé un mémoire, on a consulté nos associations pour savoir un peu dans quelle direction ça s'alignait. Et de ce mémoire est sorti à environ 39 recommandations. Quand même. Oui, quand même. Vraiment, on avait du stock à dire. Fait que c'est vraiment dans le but de l'améliorer. Fait qu'il y a des moments où on pouvait dire ça, on est d'accord. D'autres moments où on était comme, ben ça, par exemple, on pense qu'il faudrait que ce soit amélioré. Tu sais, par exemple, tout ce qui est représailles. Donc, quand une personne étudiante va porter plainte, on voulait avoir plus de mesures pour éviter justement des représailles puis que ça retombe sur la personne victime qui porte plainte. Fait que ça, c'est des choses qu'on apportait. On avait également des délais de traitement qu'on voulait qu'ils soient rajoutés parce que c'est sûr qu'on veut que la plainte, au final, porte ses fruits. On ne veut pas attendre 1 an avant que ce soit traité. Fait qu'on voulait des délais réduits là, pour le traitement. On voulait des délais réduits pour faire en sorte que le processus soit mieux adapté vraiment à la réalité puis que soit pris correctement en charge. Fait que mémoire déposée. Ensuite, on a demandé également à être entendu en commission. Fait qu'on est passé en commission. Comment ça se passe? C'est qu'on est devant le gouvernement, l'opposition, les différentes personnes responsables du dossier. Puis vraiment, on discute de notre mémoire. Donc, de quelles revendications on veut mettre de l'avant, etc. Ils nous posent des questions pour vraiment comprendre plus amplement notre sujet, puis pourquoi on voudrait améliorer tels aspects. Puis à la suite de ça, donc il y a effectivement un rapport qui est sorti pour établir un peu l'ensemble des consultations qui avaient été faites par la commission. Et certaines de nos demandes ont été
rajouté dans le projet de loi. Fait que ça, c'était vraiment un très beau gain. Fait que notamment, je parlais des délais de traitement, des représailles, des mesures contre les représailles. Tout ça, ça a été ajouté dans le projet de loi. Fait qu'on peut dire qu'on est quand même vraiment satisfait du travail qu'on faisait. C'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec l'opposition aussi pour s'assurer que ce soit bien pris en considération. Et donc, le projet de loi est allé de l'avant. Donc, ensuite, c'est rapporté à l'Assemblée nationale. Puis donc, ça a été voté même à l'unanimité. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Tout le monde était d'accord que c'était un très bon projet de loi, qu'il fallait aller de l'avant. Fait que ça s'est transformé en la loi qui est connue maintenant sur P22.1. Donc, ça, c'est la loi visant à encadrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur. Fait que ça veut dire que c'est un très, très bon gain. Ben oui. Ouais. Mais vraiment, tu sais, quand on dit que tout le monde était d'accord, fait que ça veut dire que autant le Parti québécois, tu sais, Québec solidaire, Parti libéral, la CAQ, tout le monde, malgré que des fois, tu sais, il peut y avoir des idées qui sont quand même divergentes, qui sont pas tout le temps d'accord, mais là, quand on parle de VAX en enseignement supérieur, tout le monde était d'accord autour de la table. C'est ça. Tout le monde était C'est d'accord. fou. C'est quand même assez impressionnant. Fait que là, pour la première fois, tu sais, on vient vraiment encadrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur. Puis ce qui sort en plus de cette loi, c'est que c'est quand même vraiment cool parce qu'on va avoir des formations, plus de prévention, plus d'activités aussi dans les différents établissements. Fait que, tu sais, c'est quand même un énorme gain qui s'est opéré. Puis il y a également un plan d'action 2022-2027 qui en découle. Fait que ça, on va pouvoir en revenir un peu plus tard dans l'épisode. Mais c'est ça. Il faut savoir que c'était vraiment un beau projet de loi, mais il y a quand même des aspects que la population étudiante mettait de l'avant qui n'ont pas été pris en compte non plus. Puis c'est quelque chose après donc, qui nous permet, nous, de continuer également notre travail de bonification puis d'aller de l'avant. Donc, on parle notamment de la relation d'autorité, qui était quand même un concept assez flou dans la loi qu'on aurait aimé plus aborder. Fait que c'est notamment un sujet qu'on continue de mettre de l'avant au fur et à mesure des années. Tu sais, quand on parle du rapport d'autorité, ben on parle vraiment du conflit d'intérêt qui est flagrant, en fait, qu'il y a entre la personne qui est dans le cadre professoral puis la personne étudiante. Puis si cette personne-là du cadre professoral, ben note une personne étudiante ou est superviseur pour un projet de recherche, par exemple, ou même si c'est un coach sportif, tu sais, peu importe la notion d'autorité qu'il a ben, sur la personne étudiante, ben il y a un conflit d'intérêt qui fait que ben il y a clairement pas nécessairement un consentement là, tu sais, entre ces deux personnes-là si jamais il vient avoir une relation ou il y a quelque chose qui se passe. Tu sais. C'est ça. Puis c'est vraiment cet aspect-là qu'on ne trouve pas normal. Il n'y a pas vraiment d'encadrement entre ce genre de relations. Nous, on trouve que c'est vraiment très flou comment c'est abordé. Puis ben, c'est sûr qu'il peut y avoir des fois des abus. Que relation d'autorité, tu as toujours, c'est ça, quelqu'un qui en profite dans la situation. Fait que c'est vraiment ici ce qu'on dénonce, dans le fond. Fait que, chaque université a comme sa propre manière aussi de le faire parce qu'ils ont chacune leur propre politique institutionnelle, mais actuellement, il n'y en a aucune qui vient vraiment interdire cette relation-là. C'est juste comme... C'est plus flou, là, justement. C'est un peu ça là, qu'on dit à l'UEC. Exactement. C'est vraiment très, très flou. Puis c'est un bon point que tu apportes, c'est ça, avec la loi maintenant. Il y a vraiment des politiques et des règlements dans chacune des universités. Fait que ça, c'est encore une fois un énorme gain qu'on a eu. Et il y a des ressources qui sont plus mises de l'avant également. Fait que, tu sais, toute cette action qui ont été prises, ça a permis de démocratiser l'enjeu puis de faire en sorte qu'on ait vraiment des endroits plus sécuritaires pour étudier, dans le fond, parce que c'est vraiment ça qu'on veut. Fait que là, c'est sûr qu'on parle dans les années plus 2016, 2017. On peut faire un petit saut dans le temps. Fait qu'on arrive ici en 2021 où nos associations étudiantes nous ont vraiment relevé un flag qui était inscrite donc dans les conventions collectives du corps professoral, qui était en fait donc les violences à caractère sexuel étaient incluses dans les clauses d'amnistie. Donc si ici on définit un peu plus c'est quoi une clause d'amnistie, fait que dans le fond c'est vraiment une règle qui permet d'effacer une faute du dossier donc de la personne. Fait que par exemple ici dans le cadre des violences à caractère sexuel, on parle du corps professoral. Fait que par exemple une ou un prof faisait une violence à caractère sexuel, c'était inscrit dans son dossier, et bien la clause d'amnistie permettait vraiment de l'effacer au bout d'un certain délai. Fait qu'on se rend compte que c'est vraiment inacceptable. On veut pas avoir un corps professoral qui fait une vax puis qu'au bout d'un certain temps, on soit même plus au courant de la situation. Fait que c'est vraiment ici l'enjeu qui était dénoncé par nos associations étudiantes. Donc, effectivement, déjà en 2021, c'est ça, nos associations nous rapportaient ce flag, donc des vax incluses dans les clauses d'amnistie qui étaient inacceptables. Puis, il faut savoir qu'en avril 2023, il y a un rapport qui est sorti pour évaluer un peu les effets de la loi, donc la loi 22.1, on parle toujours. Ici, c'était donc Pascal Derry qui était rentré au ministre de l'Enseignement supérieur, qui avait donc fait un état de la situation. Et dans ce rapport, elle mentionnait effectivement que les vax incluses dans les clauses d'amnistie, c'était problématique.
Par contre, de là, il n'y a aucune action qui a été mise en place. Fait que c'était vraiment juste un constat. Fait que, encore une fois, le gouvernement qui dit quelque chose, qu'il y a une faute, puis qui ne prend pas action, ben, tes mouvements étudiants vont réagir. Puis c'est ce qui s'est passé, puisque donc, la FECUM, donc l'association, donc la Fédération des associations du campus de l'Université de Montréal, a fait une lettre ouverte pour dénoncer donc, l'inaction, dans le fond, de la ministre, qui disait, OK, ben, maintenant qu'on a cette problématique, il faut vraiment aller de l'avant, puis la régler. Donc ici, le mouvement étudiant s'est vraiment mis derrière cette lettre ouverte pour dénoncer, dans le fond, l'inaction du gouvernement. Puis ici, on fait un petit saut dans le temps encore. En novembre 2023, on arrive avec Jean Boulet, donc le ministre du Travail, qui dépose un projet de loi 42, qui s'appelle donc « Loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail », qui arrivait avec ce projet de loi et qui parlait donc des clauses d'amnistie. Fait que vraiment une belle notion qui arrive ici, puisque le gouvernement décide enfin de prendre action. Puis, au-delà de prendre action en enseignement supérieur, on se rend compte ici qu'on vient vraiment changer la chose pour l'ensemble du Québec, l'ensemble du travail, fait que modifier l'ensemble des conventions collectives pour faire en sorte que les violences à caractère sexuel ne soient plus incluses dans les clauses d'amnistie. Fait que c'est quand même assez impressionnant parce qu'il faut se rendre compte ici que le mouvement étudiant a pointé du doigt quelque chose qui ne fonctionnait pas et qu'au final, on est venu changer pas seulement l'enseignement supérieur, mais l'ensemble du domaine du travail. Ben oui, ce projet de loi-là est venu littéralement ouvrir le code du travail, ce qui est chose très, très difficile à faire. Ça a apporté plein de modifications, justement, dans les conventions collectives et qu'on parle d'environ 8000 conventions collectives au Québec qui ont été modifiées, entre autres, grâce au mouvement étudiant. Là. Fait que, comme quoi qu'on a un impact, oui, en enseignement supérieur puis sur notre communauté, mais on a un impact qui est beaucoup plus large que ça aussi. Là. Ben oui, puis tu sais, sur le même processus, un peu projet de loi, donc projet de loi 42, donc loi visant à prévenir et combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail. Ici, l'UEC a également déposé un mémoire avec différentes recommandations. Fait qu'on n'en avait pas beaucoup parce que concrètement, on était vraiment satisfait du projet de loi. Ce qu'on rappelait encore une fois, c'était la relation d'autorité qu'il fallait qu'elle soit prise en considération. Fait que encore une fois, l'UEC a pu passer en consultation, discuter avec le gouvernement, l'opposition pour faire en sorte que la voix étudiante soit entendue. Le projet de loi ensuite a été pu aller de l'avant, donc il a été adopté, ce qui fait qu'ici, donc on est vraiment venu changer le code du travail et différentes lois qui étaient touchées par le PL 42. Fait qu'on a eu plusieurs gains, entre autres avec le PL 42, tout ce qui touche là, le milieu du travail, les clauses d'amnistie. On a eu des gains avec le P 22.1, donc là, quand on parle vraiment des VAX en enseignement supérieur. Puis on peut peut-être revenir justement là, sur le P 22.1, parce qu'entre autres, le plan d'action, dans le fond, du gouvernement du Québec, fait que le plan d'action 2022-2027 qui s'en est découlé. Puis là-dedans, il y avait plusieurs mesures là, qui avaient été proposées. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus là, par rapport à ça? Oui, donc c'est vraiment des actions qui sont mises en place directement dans l'enseignement supérieur, fait qu'au sein des universités, des cégeps, pour prévenir et combattre les VAX en enseignement supérieur. Ce plan d'action-là, il est décomposé en 3 axes. Fait qu'on va avoir notre premier axe qui est vraiment la prévention. On va avoir notre deuxième axe qui est vraiment plus l'accompagnement des personnes, fait que personnes témoins, victimes, comment on fait pour gérer ce genre de situation. Puis donc, on a notre troisième axe, développer les connaissances et partager l'expertise pour mieux agir. Fait que dans le fond, c'est vraiment dans cet axe-ci qu'on va récupérer des données pour savoir si les actions mises en place sont suffisantes ou non. Donc, vraiment détailler l'ensemble des zones d'ombre qu'on a actuellement. Sauf que le problème là-dedans, c'est qu'on avait donc l'enquête nationale des VAX en enseignement supérieur qui était prévue, qui a été coupée. Fait que ça, c'est pendant l'hiver 2025 où le gouvernement avait commencé à faire ses démarches avec un institut, avait envoyé un chèque, donc il y avait déjà des travaux qui étaient en cours. Ben ça a été stoppé directement, ce qui fait que le gouvernement a repris son chèque, leur a dit non, ben finalement, vous le faites plus, faute de budget, ce qui fait qu'actuellement, ben on n'aura juste pas de données sur l'état de la situation, puis ça, c'est vraiment problématique parce qu'on ne sait pas si les actions mises en place sont suffisantes, si on a des zones d'ombre. Nous, on parle beaucoup de la relation d'autorité. Nous, ce qu'on apportait dans les différents mémoires, c'est qu'il fallait qu'il y ait plus d'actions. Ben là, le fait qu'on n'ait pas de données sur qu'est-ce qui se passe là-dessus, ben on ne sait pas si c'est vraiment efficace ou non. Fait que c'est vraiment important que l'enquête soit remise en place. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait actuellement pour militer à son retour? Pendant cet été, on a quand même travaillé vraiment fort pour faire en sorte que l'enquête revienne. On a procédé à un sondage où on venait chercher environ 500 personnes répondantes. Fait qu'il faut savoir qu'on n'a quand même pas l'expertise, on n'a pas de ressources non plus suffisantes pour faire d'enquête nationale. Fait que c'est vraiment toucher du bout des doigts qu'est-ce qui se passe là-dedans. Fait qu'on attend le retour
jour de nos données pour voir exactement qu'est-ce qui se passe, pour pouvoir militer et faire pression sur le gouvernement pour que l'enquête revienne. Puis justement, ces données-là là, qu'on a pu récolter grâce à notre sondage, ils vont pouvoir être analysés là, dans le 3e épisode de notre série VAX en enseignement supérieur, qu'on va faire un retour. Mais nous, dans le fond, on veut utiliser le peu de données qu'on est capable d'avoir pour mettre pression sur le gouvernement puis dire on a besoin d'avoir une enquête plus générale parce que si on rappelle l'enquête de 2016, donc la dernière fois qu'on a eu des données par rapport au VAX en enseignement supérieur, c'est un peu plus de 9000 personnes répondantes, dans le fond, qui avaient répondu à cette enquête-là. Fait que c'est vraiment pas comparable à notre 500 qu'on est capable d'avoir avec notre sondage. Là. Non, c'est ça. Effectivement, nous, on n'est pas capable de le faire. C'est pour ça que le gouvernement, il faut vraiment qu'il prenne action puis qu'il aille de l'avant. Donc, on a quand même fait un bon topo de ce dossier-là. On a abordé c'est quoi une violence à caractère sexuel, l'historique, entre autres, par les projets de loi, puis les enjeux qu'il y a actuellement en enseignement supérieur. Mais est-ce que tu as un mot de la fin pour notre auditoire? L'UEC demande que le gouvernement remette en place l'enquête nationale sur les violences à caractère sexuel. C'est essentiel qu'on ait des données pour évaluer la situation actuelle. Donc, on vous invite à rester à l'affût parce que l'UEC va remettre de la pression sur le gouvernement pour que l'enquête revienne. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode d'introduction sur les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs ressources disponibles si jamais vous avez besoin d'aide ou simplement envie de parler à quelqu'un. Vous avez des ressources au sein de vos institutions, de vos universités, mais également à l'externe. Vous pouvez consulter le site internet onsecoute.com pour connaître les différentes ressources dans votre région, ainsi que info-aide-violence-sexuelle.ca et plus d'informations seront disponibles dans la description de cet épisode. On se revoit dans 2 semaines pour le prochain épisode, cette fois-ci avec notre invitée, Léa Clermont-Dion. Avec elle, on va parler du contexte moderne des violences à caractère sexuel ainsi que de l'enjeu spécifiquement en enseignement supérieur. En attendant, abonnez-vous sur notre nouvelle page Instagram UEC en ondes ainsi que sur votre plateforme de balado-diffusion préférée pour ne rien manquer. Et sur ce, on vous dit à bientôt! Excusez, j'ai accroché mon micro, ça m'a un peu perturbé. Tu peux reprendre. Bloopers. C'est tout encore.